Bien, alors nous voulons essayer de répondre à la question qui était posée sur la fiche. Dans quel état finirons-nous? Dans quel état serons-nous? Quand? Au fond, il y a deux façons de prendre cette question. On peut la prendre en partant du constat de l'état de la société telle qu'elle est, la société française, le système politique français, mais on peut étendre ça aussi au niveau du monde en général. Et on pourrait alors passer la soirée entière à, au fond, se déprimer sur la situation actuelle, tout au moins se lamenter. Mais nous n'allons pas faire ça, parce qu'on peut prendre la question « dans quel état serons-nous » d'une façon très positive en se disant que nous allons inévitablement vers une transformation de la société, car il y a tant de choses qui germent un peu partout dans le champ social que, à un moment donné, les choses vont prendre racine. Et la question est, quelle sera la forme de l'État? Quelle forme allons-nous donner à l'État? Et là, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Ou bien nous continuons à penser de la même façon que ce qui a cours aujourd'hui, ou alors nous commençons à repenser, revisiter toutes les notions qui sont à la base de notre organisation sociale. Et nous allons commencer à le faire ce soir. Bien sûr, en une soirée, on ne peut pas tout voir. Nous allons le faire pour ce qui concerne la démocratie. Il faudrait en parallèle le faire notamment dans le domaine de l'économie, où il y a beaucoup de choses à faire, mais on va se concentrer plutôt ce soir sur l'organisation de l'État, l'organisation politique. Et nous allons être amenés à faire une transformation importante de nos conceptions, une véritable révolution de nos conceptions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une sixième république. C'est très à la mode. Mais si nous continuons à raisonner de la même façon, nous nous apercevrons que les mesures qui seront prises pour établir cette sixième république, eh bien, elles ne suffiront pas et très rapidement, on se dira, mais il faut une septième république. Et puis après, il faudra une huitième république. Mais au fond, nous avons fait ça avec les rois de France. On a eu les différents Louis, et il a fallu aller jusqu'au Louis XVI pour se dire qu'il faut vraiment changer de paradigme. Alors je me demande si nous allons attendre la 16e République ou si nous essayons un petit peu de prendre les devants et de transformer considérablement ce qui est la base, ce qui constitue les fondements de ce que nous appelons la démocratie. Et pour prendre une image, on pourrait dire que, vous savez, il y a eu une transformation comme ça qui a été faite à un moment donné et qui, au fond, n'était pas si compliquée que ça à faire, mais il fallait se libérer de toutes les conceptions que l'on avait jusque-là. C'est la transformation qui a fait qu'on soit passé des carrefours avec des feux de signalisation à des carrefours avec les ronds-points. Il fallait inverser complètement le système de priorité.
puisque c'était la priorité à droite, et là c'était la priorité à gauche, celui qui est entré. Aucune connotation politique dans ce que je dis. Bon, on est d'accord, mais voilà, les faits sont là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, les citoyens réglaient eux-mêmes, par eux-mêmes, la circulation au moment où ils entraient dans le rond-point. Ils voyaient, est-ce que je peux rentrer, est-ce que je ne peux pas rentrer. Ça ne leur était pas dicté de l'extérieur par un agent de la circulation ou par un système très extérieur qui est le système des feux rouges. Feux rouges, feux verts. C'était une révolution considérable. Ça ne s'est pas fait facilement jusqu'au moment où on a voulu la tester et que, vu les bons résultats de l'expérience, elle s'est maintenant très largement généralisée. Eh bien, il nous faut faire une mutation aussi grande, mais sur une échelle beaucoup plus large. Car au fond, de la même façon qu'on fait confiance aux citoyens quand on arrive, aux conducteurs, on fait confiance aux conducteurs quand on arrive sur un rond-point, maintenant il s'agira de voir comment nous pouvons faire confiance aux citoyens, c'est-à-dire à la société civile dans son ensemble. Et ça, c'est la métamorphose vers laquelle, au fond, on pourrait dire que cette métamorphose, elle est latente dans la société. Si on regarde tout ce qui se passe un peu partout, notamment en France, mais dans d'autres pays aussi, on s'aperçoit qu'il y a une aspiration extrêmement grande pour que la société civile puisse s'emparer des questions qui la concernent et que ce ne soit pas réglé de l'extérieur comme on réglait la situation avec les feux de signalisation. Mais pour arriver à cela, il nous faut prendre en considération un certain nombre de points, et je vais vous en proposer 5 pour ce soir, qui doivent être totalement revisités. Pour ce qui concerne le premier point, vous avez vu que certains candidats à l'élection présidentielle disent que nous sommes en monarchie. Est-ce que c'est vrai ? C'est partiellement vrai, mais en fait, il faudra aller plus loin. Ça fait longtemps que l'on compare le type de ce qu'on appelle la démocratie, notamment en France, et que l'on dit qu'elle a une forme monarchique. Mais en fait, la chose est même, il faut remonter un peu plus en arrière pour comprendre ce qui est à l'arrière-plan de cela et voir que les formes plus anciennes qui précédaient la monarchie, on les appelait la théocratie. Et en quoi consistait la théocratie dans les temps anciens ? Il y a des millénaires. Théos, vous savez que ça veut dire Dieu. Donc c'est ce qui était donné pour aujourd'hui, en employant un mot moderne, on dirait la gouvernance. La gouvernance était faite à partir d'une certaine sagesse que l'on avait cultivée, à laquelle on s'était formé pendant des années et des années. Celui qui entraînait le peuple, on pourrait dire, dans son sillage, c'était au fond quelqu'un qui avait étudié d'une façon très sérieuse pendant plus de 20 ans dans le temple du lieu où il allait gouverner. Il y avait donc une forme de sagesse du temple, sagesse qui se voyait, si on prend les pyramides par exemple, et toute l'organisation de la société égyptienne, on voit qu'il y avait une énorme sagesse qui était là, présente, différente de la nôtre, mais celui qui devenait le pharaon, il était au fond initié à cette sagesse, et c'est parce qu'il l'était qu'il pouvait gouverner.
Alors bien sûr, il y a eu aussi des hauts et des bas dans la façon de diriger l'ancienne Égypte. Tout ne s'est pas fait exactement comme je l'ai décrit. Et à un moment donné aussi, la question de l'hérédité est entrée en ligne de compte. Mais, c'est-à-dire, c'était le fils du pharaon qui devenait pharaon. Mais ce fils, il devait montrer qu'il était capable de passer par toutes les étapes à l'intérieur du temple. Et puis il est venu un temps où on a commencé à faire une gouvernance héréditaire, une monarchie héréditaire, où l'on considérait que parce qu'on était le fils de tel ou tel roi, on portait en soi, de par un don divin, la capacité d'être roi. Mais on ne faisait pas forcément toutes les démarches nécessaires telles qu'elles étaient faites pour acquérir la sagesse dans le temple. Donc ce qui venait d'en haut, ce qui était considéré comme divin à l'époque, n'était plus accompagné de sagesse. On avait enlevé la sagesse. Et avec la démocratie, on a fait un pas de plus. Non seulement il n'y a plus la sagesse telle qu'elle était cultivée avant, mais il n'y a plus non plus le divin, l'élément divin. On est donc dans une forme de théocratie sans théos. Alors ça peut paraître surprenant, mais songez à la façon dont vit la laïcité. Il peut y avoir plusieurs interprétations de la laïcité. Mais chez certains grands défenseurs de la gouvernance démocratique telle que nous la connaissons en France, il y a une façon de vivre la laïcité qui peut parfois ressembler à une forme de religion, et un certain nombre de sociologues et de philosophes le disent aussi. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine, qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des formes d'extrémisme. Mais il est important, si l'on veut pouvoir transformer la démocratie et à venir à une vraie démocratie de la société civile, il est important de comprendre qu'est-ce qui a été mis à la place du théos, du Dieu, l'élément divin tel qu'il vivait dans les anciens temps. Si vous prenez, et vous serez peut-être surpris, si vous prenez la façon dont on parle de la France, la façon dont on parle de la République, la façon dont les gouvernants, présidents, ministres, parlent de la République, parlent de la France, parlent au nom de la France. En fait, de quoi parle-t-il ? Qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce que la République ? Quand on dit « la France est en guerre », la France doit être respectée. Quand on prend la décision d'envoyer des soldats parce qu'on est le chef des armées en tant que président, par exemple, ce qui est marqué dans la Constitution, et que le peuple n'est pas consulté là-dessus,
Est-ce qu'on prend la décision au nom du peuple français ou bien au nom d'une certaine abstraction de la France? Vous voyez, on a introduit là une notion tout à fait abstraite, mais qui plane comme au-dessus des citoyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut même dire « Ah, vous revendiquez telle chose, mais vous mettez en danger la République. Et au nom de la France, nous allons par exemple réprimer les manifestations. » On a déjà vu ça quelquefois, ou bien, hein, il me semble. Donc, là, il est important de regarder que cette forme-là, d'introduire cet élément abstrait de la France, est au fond ce que j'appelle une théocratie sans théos. Le président pourra dire « Vous m'avez élu, et donc au nom de la France, je fais telle et telle chose. » Au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité, la France l'a emporté. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Ils attendent qu'à nouveau la France les étonne, que la France soit elle-même, et c'est cela ce que nous ferons. Vive la France! Mais où est la France? Si vous prenez par exemple, si nous représentons par un petit cercle tous les gens qui sont en France, tous les citoyens français, par exemple, hein, il faudra en faire des millions, hein. Mais si quelque chose doit venir de nouveau dans le cadre français, par où est-ce que ça peut venir? Si ce n'est par l'une des consciences qui est là. Ça ne peut pas venir ici, ou là, vous comprenez? Ça ne peut venir toujours que par un individu, par une conscience individuelle. C'est-à-dire, si quelqu'un a l'impression que pour la France, il faudrait faire telle ou telle chose, alors ça doit passer par une décision de sa part ou une proposition de sa part. Et alors les autres écoutent la proposition et disent « Ok, on va aller dans ce sens-là », ou bien on ne va pas aller, ou on va l'expérimenter, etc. Mais la France, en dehors de ça, elle ne peut pas s'exprimer. Vous comprenez? Le peuple français s'exprime toujours par un des citoyens, un des membres de ce peuple. Et lorsque vous parlez de la France, ou lorsque on se met au garde à vous pour la Marseillaise et qu'on a la larme à l'œil, comme le font par exemple les sportifs, etc., hein, sans se rendre compte des paroles qui sont même quelquefois en train de fredonner, et du contenu des paroles, hein, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On introduit une abstraction qui plane, comme je le disais, au-dessus des consciences et qui serait soi-disant supérieure aux consciences. Ça, c'est l'élément le plus fondamental sur lequel il nous faut devenir de plus en plus conscients pour se rendre compte de qu'est-ce qui est contenu dans les discours politiques. Sur quelle corde sensible est-on en train de jouer?
Et le deuxième point, c'est qui va avec ça, qui est très lié à ça, c'est ce qui a à faire avec les mots et une sorte de consensus non, consensus latent sur un certain nombre de mots. La France, la République, on vient d'en parler, hein, mais vous avez ça sur énormément de notions. Prenez par exemple la devise de la France. Dans l'article 2 de la Constitution française, il est bien stipulé que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a environ un mois, je crois, j'ai participé à Kingersheim, pas très loin d'ici, hein, à un colloque qui réunissait beaucoup de gens qui s'occupent des questions sociétales. Et le titre du colloque, c'était « La chrysalide ». Nous allons passer par un processus, pendant le temps du colloque, par un processus de chrysalide pour que renaisse une nouvelle citoyenneté, un nouveau papillon. Hein. C'était très bien comme intention, mais au début de ce colloque, l'un des animateurs qui nous présentait la méthode que nous allions employer pour travailler, nous a montré une projection avec un vidéoprojecteur de la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Et il dit « Vous êtes tous d'accord avec ça? Est-ce que vous pouvez montrer que vous êtes tous d'accord avec ça ?» Tout le monde a levé la main. Et après, il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? J'étais tout seul à lever la main. Ça a créé une surprise. Alors on m'a demandé si je voulais expliquer pourquoi, etc. C'était pas vraiment le moment, ça aurait pris un petit peu trop de temps. Mais je me suis dit, mais voilà, on nous fait voter sur quelque chose. Et au fond, quelle est la conscience que l'on a de la signification de liberté, égalité, fraternité? Est-ce que nous mettons tous le même sens sur les mots? Est-ce que liberté, par exemple, ça veut dire liberté dans le domaine de l'économie? Parce que ça porte un nom. Le libéralisme, ou même le néolibéralisme. Est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que c'est là-dessus qu'ont voté tous les gens qui ont levé la main pour dire « je suis d'accord avec ça » ? Et l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? Prenez l'égalité dans l'éducation. C'est une notion qui revient constamment. Hein. On a voulu créer un système égalitaire. Est-ce que de mettre le même programme pour tous les élèves, les mêmes rythmes, tout pareil, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de la France, et au centre aussi, partout, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on obtient de l'égalité comme ça? Est-ce que c'est ça l'égalité? Il y aurait beaucoup à dire sur la question. Aujourd'hui, le système français est décrit par de nombreux observateurs comme le plus inégalitaire qui soit. Est-ce que c'est sur cette égalité-là qu'on donne notre assentiment quand on pense à liberté, égalité, fraternité? Et la fraternité. On entend aujourd'hui beaucoup de discours sur la fraternité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais le contenu de la fraternité dont on parle est une fraternité qui a une connotation éthique, morale, voire religieuse. La fraternité dont on parle dans certaines églises,
Est-ce que c'est de cette fraternité-là qu'on parle? Ou bien d'une autre fraternité? Parce qu'à l'époque de la Révolution, le troisième mot n'était pas tout à fait le même. Ça a d'abord été liberté, égalité, solidarité. Fraternité est venue après, pour remplacer le mot solidarité. Et cette solidarité, elle avait affaire avec quelque chose qui n'était pas de connotation morale, éthique, cela va peut-être vous surprendre, mais c'était de nature économique. Pourquoi? Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails, mais juste pour caractériser la chose. Le geste premier de l'économie, c'est-à-dire que l'économie commence au moment où je ne produis pas pour moi-même, mais où je produis des choses que je ne vais pas consommer moi-même, que je vais proposer aux autres. Vous n'avez pas d'économie avant cela. Vous êtes dans l'autarcie sinon. Dès l'instant où vous commencez à travailler pour les autres, à produire pour les autres, cela veut dire que vous n'avez pas le temps de pouvoir tout produire pour vous-même en autarcie. Cela veut dire que les autres vont produire pour vous. Ça veut dire que l'économie est un geste qui nous rend, dès l'instant où ça intervient, dès cet instant-là, ça nous rend dépendants les uns des autres. Je peux produire certaines choses, mais j'ai besoin que vous autres produisez pour moi. Alors ça va très très loin, cette chose-là. On pourrait passer toute une soirée pour la faire vivre en nous. Mais ça veut dire que nous sommes tous interdépendants dans l'économie. Il ne peut pas en être autrement. S'il en est autrement, c'est que l'économie est polluée. C'est qu'elle est malade. Mais l'économie par elle-même est la chose la plus fraternelle qui soit. Surprenant, hein? Ça veut dire que nous devons regarder comment faire en sorte que la fraternité qui est inhérente à l'économie puisse se manifester. C'est-à-dire que nous devons sortir ce qui n'a pas à faire avec l'économie et qui la rend malade. Nous devons la sortir du champ de l'économie. Vous trouverez l'exemple dans le livre Dépolluer, le premier tome de Dépolluer l'économie, qui porte justement sur comment sortir la monnaie de l'économie. Mais si on commençait à considérer les choses de cette façon-là, on regarderait complètement autrement le mot fraternité et le mot solidarité, parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'une économie sociale et solidaire. Là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, sinon, là aussi, je vous tiendrai toute la soirée là-dessus. Hein. Mais comment on peut jouer avec les mots de cette façon-là? Et je serais prêt à prendre le pari que dans la centaine de personnes qui a levé la main pour dire liberté, égalité, fraternité, oui, je suis d'accord, eh bien, ils n'avaient rien de tout cela dans leur conscience. Je l'ai d'ailleurs testé auprès de une ou deux personnes après. Hein? Ça veut dire que nous devrions avoir une notion très claire de ce que veut dire chaque mot, chaque notion, qui sont inscrites dans les fondements de notre démocratie, plus ou moins consciemment, on ne s'en rend pas compte. Hein? Je pense qu'il y a probablement peu d'entre vous qui ont lu la Constitution française. Hein? C'est pourtant très intéressant à lire. Parce que l'on peut comprendre beaucoup de choses de ce qui se passe aujourd'hui.
quand on comprend comment elle est rédigée et la différence avec d'autres constitutions. La troisième notion que sur laquelle j'aimerais mettre un petit coup de projecteur, c'est la notion du vote. Peut-être que vous-même, vous vous êtes dit à un moment donné, peut-être pas à cette élection, peut-être à celle qui précède, j'en sais rien, hein, mais vous êtes peut-être dit, ah oui, je dois voter, je dois faire mon devoir de citoyen. On entend ça très souvent. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire voter, par exemple, pour une présidentielle? C'est très actuel. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire voter? Si nous étions à vouloir prendre une décision ensemble, là, hein, nous exposerions la décision sur laquelle nous voudrions prendre, le thème sur lequel nous voudrions prendre une décision, et puis, à un moment donné, on n'aurait même peut-être pas besoin de voter. Moi, j'ai expérimenté que quand on cherche un consensus, je n'ai pas dit l'unanimité, hein, un consensus, c'est très différent de l'unanimité. Hein. On peut prendre une décision au consensus avec des personnes qui voient la chose autrement. Mais souvent, on arrive à un consensus. Et si on devait voter, on saurait très exactement pourquoi on va voter. Mais s'il y a deux décisions à prendre et qu'il y a un seul vote, comment faites-vous? À ce moment-là, il faut essayer que quelqu'un essaye d'arracher l'assentiment, parce que les deux décisions sont peut-être pas tout à fait de même nature, et alors une partie va être d'accord avec une des décisions et l'autre partie avec l'autre. Alors il va falloir commencer à faire quoi? Il va falloir commencer à vendre la chose. C'est-à-dire commencer à séduire pour arracher la décision. Et si vous n'avez pas deux choses sur lesquelles vous devez voter, mais 100 propositions contenues dans un programme, sur quoi votez-vous? Vous êtes à 60% d'accord avec cette décision, mais il y a un certain nombre de choses qui vous chicanent. Cette proposition-là, bon, d'accord, allez, 90%, hein, etc. Hein. Et vous faites comment? Vous mettez, s'il y a, sur les 100 propositions, s'il y en a une qui vous convient, vous mettez 1/100 de bulletin de vote dans l'urne? Sur quoi vote-t-on à une élection présidentielle? D'ailleurs, certains n'ont presque pas de programme, et ça a l'air de bien leur réussir. Hein, ils ont peut-être compris que ça ne servait à rien. Hein, mais vous voyez que nous sommes abusés. Enfin, abusés, non, nous nous laissons abuser. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous illusionnons sur ce que représente un vote. Alors ça devient de plus en plus difficile de voter pour quelqu'un puisque on n'est pas d'accord avec toutes ces propositions. Donc ça conduit à voter contre. Ce qui se passe de plus en plus, on le constate. Hein. Vous voyez à quel point il est nécessaire de repenser chacune des choses. Allons un petit cran plus loin avec le 4e point.
celui qui concerne les droits et les obligations. Les droits et les devoirs, si vous voulez. On dit très facilement, oui, nous avons des droits et des devoirs. On apprend ça à l'école, même, éventuellement. Et nous croyons que nous savons de quoi nous parlons. Et je le croyais aussi jusqu'au jour où j'ai lu une sorte de testament politique de Simone Weil, la philosophe. Dans son petit opuscule qui s'appelle L'Enracinement. Très intéressant ce livre. Elle a écrit ça quelques mois avant sa mort. Elle était en Angleterre, à Londres, pendant la guerre. Elle a écrit ça entre 1942 et 1943. Et là, elle examine un certain nombre de notions qui sont à la base de qui devraient être à la base du contrat social qui lie les citoyens entre eux, ou la Constitution, si vous voulez. Et elle vient ensuite sur la notion des droits et des obligations. Elle dit une chose tout à fait étonnante. La notion d'obligation prime celle de droit. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation qui lui correspond. Comprenez ? Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation qui lui correspond. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. C'est pourtant ce qu'on dit. Ah, si tu as un petit peu de droits, donc tu dois aussi avoir des devoirs. Alors, voilà. Fais un effort. Ouais. Elle continue ensuite en disant « Un homme considéré en lui-même a seulement des devoirs. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. » Un peu compliqué cette notion. Mais moi, vis-à-vis de vous, par exemple, j'ai des devoirs. Et parce que je reconnais les devoirs que j'ai envers vous, vous avez à ce moment-là des droits. Ça change complètement la dynamique, une chose comme ça. Il a des droits à son tour, le premier, celui dont on parlait au début. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres, qui se reconnaissent des obligations envers lui. Prenons le cas d'un enfant. Un petit enfant, 2 ans, 1 an. Il ne va pas vous dire « j'ai des droits ». Il ne connaît même pas le mot. Il n'a même pas encore cette notion. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on parle des droits de l'enfant ? Du droit à l'éducation. L'éducation est un devoir chez les parents, chez les adultes. C'est d'abord là. On a d'abord l'obligation d'éduquer l'enfant. Sinon, ça ne se fera pas. Dans un cas comme ça, c'est très clair, c'est très évident. Ça commence par les obligations. Rendez-vous compte si l'on introduisait cette notion par rapport à l'éducation, la notion d'obligation. Prenons dans les entreprises le droit des actionnaires. Vous pouvez prendre la législation sur les sociétés anonymes. On parle du droit des actionnaires. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de devoir.
Vous avez droit aux bénéfices à vie, sur tous les bénéfices à venir. Et vos enfants ont aussi des droits là-dessus. Aucun devoir. C'est quand même fondamental, ça. Et ça conditionne une bonne partie du fonctionnement de notre société. Étendons la chose au niveau des peuples. Vous savez qu'en 1917, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a fait un plan en 14 points pour essayer de préparer l'après-guerre. Et parmi ces 14 points, il y avait le droit d'un certain nombre de peuples qui constituaient l'empire austro-hongrois, qui était émietté, pour ces peuples-là, d'accéder à l'autodétermination. C'est ce qu'on a appelé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit. Suivez bien cette notion, comment elle a évolué dans le cours des temps. Qu'est-ce qu'elle est devenue dans la pratique? Une belle notion en apparence, mais est-ce qu'elle est pénétrée vraiment de conscience jusqu'au point où on se dit, mais est-ce qu'on doit parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou bien d'obligation des peuples à vivre avec les autres peuples? Prenez le nombre d'endroits dans le monde où il y a des conflits dont on ne sait pas comment sortir. Prenez ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, par exemple. Des peuples qui vivaient tenus d'une façon artificielle entre eux. Mais au niveau des communautés religieuses, il n'y avait pas de conflit. On a commencé à... Donc comme ce qui les tenait artificiellement, c'est-à-dire le système soviétique, a volé en éclats, le droit à disposer des... le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est apparu à ce moment-là. Et la guerre est venue avec. Prenez ce qui se passe au Moyen-Orient, et ce conflit dont on ne sait pas comment sortir, et dont beaucoup de choses dépendent dans notre monde, ce qui se passe entre la Palestine et Israël. Droit des peuples, 2 États, la guerre. On ne peut pas sortir de cette situation tant qu'on regardera la chose comme ça. Si on renversait, qu'on disait l'obligation des peuples à trouver comment vivre ensemble malgré les cultures différentes. Par exemple, en n'intervenant pas depuis le haut, depuis la tête de l'État, dans les contenus de l'éducation, par exemple, ou de la religion, ou etc. Ce qui est en jeu, là, c'est notre conception de l'État, et nous ne le voyons pas. Nous ne nous rendons pas compte, sauf si on y a réfléchi vraiment, suffisamment, en osant remettre en cause des choses qui ont été, dont on croit qu'elles sont sacro-saintes. Mais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'est pas sacro-saint. Il a été introduit une fois par un être humain, qui était le président des États-Unis à ce moment-là, et depuis, il a fait son chemin avec tous les dégâts que ça entraîne, parce qu'à cette époque-là, on aurait peut-être pu réaliser qu'il fallait partir sur d'autres bases. Vous comprenez que ça va très très loin, cette notion-là. Parce que tout ceci remonte à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous avez de quoi réfléchir à cette question
si vous voulez, prendre les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme et que vous la transformez en la Déclaration des obligations de l'homme. Déclaration universelle des obligations de l'homme. Donc on a du pain sur la planche. Hein. Et nous arrivons maintenant à la 5e notion que je voulais aborder ce soir pour introduire la façon dont nous allons transformer la démocratie. Hein. Pour introduire simplement, parce que si nous n'allons pas au fond de ces questions, nous n'aurons jamais les forces pour amener un changement. Nous serons toujours repris par la dynamique du système tel qu'il est. Il nous emprisonnera toujours. Et je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une petite anecdote, celle de l'homme de théâtre et de l'écrivain et poète Friedrich Dürrenmatt, qui vivait en Suisse et qui a été invité par le gouvernement suisse, le gouvernement fédéral, pour prononcer un discours lors de la remise du prix Duttweiler. Duttweiler était le fondateur des magasins Migros, peut-être vous connaissez, c'est pas très loin de chez vous. Hein. Et il y a un prix Duttweiler et il avait été remis à Václav Havel pour son œuvre de paix. Et comme vous savez que Havel était un écrivain notamment de théâtre, eh bien on a appelé Friedrich, un de ses collègues, Friedrich Dürrenmatt, qui a prononcé un petit discours qui est un vrai bijou. Et dans ce discours, il a commencé à dire « Vous, Václav Havel, vous avez vécu dans une prison. Mais nous, en Suisse, nous sommes aussi dans une prison. Mais notre prison, elle, est un peu particulière. C'est une prison où les prisonniers sont en même temps les gardiens. Et les gardiens sont les prisonniers. » So lässt sich ihren tragischen Grotesken auch die Schweiz als Groteske gegenüberstellen. Die Schweiz als Gefängnis. Eins war ziemlich anderes als die Gefängnisse, in denen sie waren, lieber Václav Havel. Ein Gefängnis, wohinein sich die Schweizer geflüchtet haben. Weil alles außerhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei, freier als alle anderen Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität. Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die zu beweisen, dass es kein Gefängnis ist, sondern ein Hort der Freiheit. Ist doch von außen gesehen ein Gefängnis und seine Insassen Gefangene, und wer gefangen ist, ist nicht frei. Frei gelten für die Außenwelt nur die Wärter, denn wären diese nicht frei, wären sie ja Gefangene. Um diesen Widerspruch zu lösen, führten die Gefangenen die allgemeine Wärterpflicht ein. Jeder Gefangene beweist, indem er sein eigener Wärter ist, seine Freiheit. Der Schweizer hat damit den dialektischen Vorteil, dass er gleichzeitig frei, Gefangener und Wärter ist. Das Gefängnis braucht keine Mauern, weil seine Gefangenen Wärter sind und sich selber bewachen. Und weil die Wärter freie Menschen sind, machen sie auch unter sich und mit der ganzen Welt Geschäfte und wie. Et les gardiens sont les prisonniers. Et il a commencé à
à développer ce thème, ce qui a fait un grand scandale. Il était prévu un repas, bien sûr, un banquet, etc. Et le gouvernement fédéral est reparti prétextant qu'il commençait à neiger et qu'il fallait... Voilà. Ça avait jeté un froid. Et vraiment, si vous trouvez le texte de ça, c'est savoureux. Mais cette notion-là m'a beaucoup intéressé. La prison dont nous sommes en même temps les gardiens. Et nous jouons tour à tour ce rôle. Nous défendons la démocratie. Ah oui, il faut aller voter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voter, hein, mais comment ça vit dans notre conscience, hein? Et toutes les notions qu'on vient d'aborder. Hein? Comment est-ce que ça vit dans notre conscience? Est-ce que nous ne sommes pas les premiers à dire « Ah oui, mais si on faisait ça, mais peut-être ce serait dangereux, il pourrait y avoir telle chose qui arriverait, tel extrémisme qui pourrait se manifester. » Et alors, on referme toute possibilité d'évolution. Hein? On fige de nouveau, nous nous remettons en prison constamment. Mais l'évolution doit se faire. Nous serons dans un certain état. Il faut que ça se fasse, parce que sinon, c'est la ruine de toute civilisation, de toute culture, de toute organisation sociale, avec toutes les dérives. Et le siècle passé, et ce siècle-ci en connaît déjà pas mal. Hein? Donc nous devons entrer dans une autre forme de conception de la démocratie, et chaque fois que nous avons une objection qui monte en nous, au lieu de dire oui, mais il pourrait y avoir ça, et la peur s'installe, de dire ah oui, il y a telle question, comment allons-nous la traiter dans le nouveau dispositif que nous allons mettre en place? Vous voyez que c'est une dynamique complètement différente. Dans les séminaires, lorsqu'on a du temps pour travailler ces questions en détail, notamment dans les séminaires d'économie, alors quand une question comme ça vient, qui est plutôt une objection avec la peur, oui mais il pourrait y avoir telle chose, d'accord. Maintenant, on essaye de voir comment pourrions-nous faire. Et on regarde et nous nous apercevons à chaque fois que nous trouvons des solutions. Donc il nous faut passer par cette remise en cause, et nous abordons le 5e point, qui là aussi va peut-être vous étonner. Ce 5e point auquel peut-être vous adhérez depuis que vous êtes allé à l'école et depuis que vous avez appris que l'État est constitué en 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Vous connaissez tous cela, nous l'avons tous entendu à l'école, à l'université, à la radio, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de percer cette notion tout au moins pour le pouvoir exécutif. Ça, c'est le premier point qu'il faut arriver à éclaircir. L'État a un rôle exécutif. Ah, et comment vous justifiez ça? Dans quel domaine l'État est-il justifié à avoir un rôle exécutif? Dans quel domaine? Vous voyez, je ne pose pas la question de façon abstraite, car si l'on commençait à philosopher, l'État a-t-il un rôle exécutif ou pas, on en aurait pour des jours et nous ne serions pas d'accord, parce que nous discuterions abstraitement sur la chose.
mais prenons la chose domaine par domaine. Prenons la chose, par exemple, pour ce qui concerne l'éducation. L'État a-t-il un rôle exécutif dans l'éducation ? C'est ce qu'on croit, on a un ministre de l'Éducation qui éventuellement n'a jamais enseigné. C'est arrivé souvent, même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et où sont les compétences de l'État dans le domaine de l'éducation? D'où viennent-elles ces compétences? Est-ce que c'est parce qu'il a été élu qu'il a des compétences? Est-ce qu'une élection fait que des gens deviennent pédagogues? Est-ce que ça vient de parce que je suis à la tête de la France, alors je sais comment il faut éduquer le peuple français? Oui, la théocratie, théocratie sans théos, sans Dieu, dont je parlais. Vous voyez que il y a une sorte de tour de passe-passe là. Nous sommes, comment on dit, mystifiés, comme avec un tour de prestidigitation, on est mystifiés. Le gouvernement a été nommé, et comment le gouvernement est nommé? Parce qu'ils ont eu la majorité aux élections. Ils ont eu la majorité aux élections, la plupart du temps c'est parce que le président a obtenu la majorité. On lui donne une majorité pour qu'il puisse gouverner, le pauvre, sinon il aurait des ennuis. Et alors ce gouvernement, comment on se répartit les portefeuilles? Bon, toi tu auras l'éducation. Et tout à coup, investi par la République, par la France, etc., notre ministre devient pédagogue. Vous voyez la mystification? Et nous sommes les gardiens de cet ordre-là. Nous nous remettons en prison à chaque élection. Qui est-ce qui peut avoir des compétences dans l'éducation? Ce sont les gens qui sont sur le terrain, ce sont les gens qui éduquent. C'est à eux de développer les compétences. Et si l'on remise le soi-disant principe d'égalité qui ne fonctionne pas dans l'éducation, alors on va commencer à s'intéresser aux enfants et dire quelle est l'éducation pour tel enfant, tel enfant, tel enfant. Et alors là, il va falloir commencer à se poser des questions. Et se dire, peut-être que le programme là n'est pas adapté pour tel enfant. Peut-être il lui faut un autre programme, une autre façon d'arriver à ce qu'il puisse s'insérer dans la société, comme s'il y avait une seule façon de s'insérer dans la société. Alors là, je m'arrête sur le thème, je veux juste l'esquisser. Il y aurait énormément à dire et c'est très urgent pour notre société parce qu'elle souffre gravement du mal-être éducatif. Mais rassurez-vous, il y aura bientôt un nouveau ministre de l'Éducation qui fera une nouvelle réforme. Moi, vous savez, quelquefois je suis un petit peu naïf comme ça. Mais peut-être qu'il faut être naïf pour retrouver un peu le bon sens. Mais je me dis, mais depuis Jules Ferry, il y a eu combien de réformes dans l'éducation? Si les réformes amélioraient le système éducatif, on devrait avoir un système extrêmement
performant, la jeunesse devrait être heureuse. Et elle serait porteuse de tellement de force qu'elle pourrait transformer la société et nous n'aurions plus de problème. Donc, vous voyez qu'on peut, avec une certaine justification, questionner le pouvoir exécutif de l'État dans le domaine de l'éducation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi la même chose dans le domaine de la santé? Quelles compétences l'État a-t-il en matière médicale? Pourquoi nous faut-il un ministre de la Santé? Pourquoi nous faut-il un ministre du Travail? Quelles compétences a-t-il? Quand je regarde la situation dans le domaine du travail, je me dis, il y a quand même des énormes problèmes. Et un ministre de l'économie? Est-ce qu'un ministre de l'économie améliore la situation? Vous avez l'impression, là, depuis toutes ces années? Parce qu'il ne faut pas s'illusionner. Hein. Ce n'est pas les ministres de l'économie pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, que j'appelle les 30 honteuses. Hein. Vous connaissez les 30 glorieuses, hein, l'après-guerre. Hein. Les 30 honteuses parce que nous avons pillé et endetté le reste du monde. Une honte. Nous les appelons les 30 glorieuses dans le langage traditionnel. Mais ce qui a amélioré la situation économique pendant les 30 glorieuses, ce n'est pas les ministres de l'économie. Hein. C'est parce que tout simplement, l'activité redémarrait et qu'il y avait une situation mondiale complètement différente qui fait qu'il y avait un potentiel de croissance énorme. On pourrait continuer ainsi, prendre tous les ministères, les uns après les autres. Et j'espère que vous avez constaté à quel point nous sommes excellents en France pour créer des ministères à chaque fois qu'une question sociale se pose. La place de la femme dans la société, ministère de la femme. Hein? La place de la famille dans la société, ministère de la famille. La ville dans la société, il y a un problème dans la ville, ministère de la ville. La solidarité, oui, il y a tout des écolos, machin, là, qui parlent de solidarité, ministère de la solidarité. Un mois de la solidarité en novembre en France, comme ça les 11 autres mois, on peut faire de l'anti-solidarité. Je suis un tout petit peu caustique, hein, vous avez peut-être remarqué. Hein. Bon, mais il y a de quoi. Hein. On pourrait faire des sketchs avec ça. Hein. Et avec cette question-là, nous sommes arrivés au cœur de notre thème. Parce que si nous constatons que l'État n'a pas un rôle exécutif dans la plupart des domaines où on a des ministres et des secrétaires d'État, alors on va se poser la question, mais comment organiser autrement? Comment faire autrement? Et on va commencer à dénationaliser l'éducation et la santé, etc., etc. Alors ça semble une tâche énorme. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas un rôle exécutif dans certains domaines. Et ça amène la question, au fond, qu'est-ce que c'est que l'État?
Ce n'est pas une mauvaise question. Hein. Se demander qu'est-ce que c'est que l'État. Et c'est très flou, au fond, cette notion-là. Même chez les spécialistes. Hein. Où est réellement l'État? Chaque fois que nous convenons de quelque chose entre nous, entre êtres humains, l'État est présent. Mais pas l'État central. Si vous faites des statuts pour une association, par exemple, il y a un cadre très général pour qu'on appelle la loi 1901. Mais ce domaine-là est le plus étonnant de tout le droit français. Parce que c'est le seul domaine où on peut faire ce qu'on veut. Avec la loi 1901. Je ne sais pas comment ça a échappé aux législateurs français avec l'esprit... comment ça a pu échapper qu'il est possible de donner la forme sociale que l'on veut à une association. Président, trésorier, etc., vous oubliez tout ça et vous faites une forme qui correspond à la façon dont vous voulez travailler pour votre association. Je l'ai fait pour plusieurs associations et on est beaucoup mieux avec ça. Ah, bien sûr, on ne se donne pas du monsieur le président, des choses comme ça. Bon. Mais l'instant où vous décidez de statut pour votre association, vous avez créé une loi. Mais une loi qui s'applique à un domaine, votre association. Ça veut dire que l'État est présent partout, partout où il y a des règles. Partout où il y a des règles. Là est l'État, c'est-à-dire dans le domaine de la loi. Et le rôle exécutif que peut avoir l'État est dans les domaines où il faut veiller à l'application de la loi. Si vous regardez dans la Constitution française, il est dit que le gouvernement est chargé de l'exécution de la loi. Seulement, il n'est pas précisé ce qu'on entend par là. Alors du coup, on peut investir tous les domaines de la vie sociale et avoir des ministres dans chacun de ces domaines. Mais en réalité, si vous procédiez de la façon que j'ai esquissée là en prenant secteur par secteur, éducation, santé, travail, économie, ville, etc., prenez secteur par secteur et vous regardez où est-ce qu'il y a des compétences. Où est-ce que c'est justifié que l'État intervienne. Et si l'État, son cœur d'activité, c'est la loi, la règle commune, le contrat social entre nous, si l'État fait ça, alors c'est là où la loi n'est pas respectée qu'il a un rôle exécutif. C'est-à-dire notamment dans la police et l'armée, s'il s'agit de faire respecter les choses avec les voisins, avec les pays voisins. C'est vrai que la fonction de président, considérée comme ça, elle devient nettement moins intéressante, peut-être. Peut-être qu'il faudrait songer à se passer d'un président. Avons-nous réellement besoin d'un président? Les Suisses n'en ont pas.
Le gouvernement fédéral, c'est simplement parce qu'il faut quelqu'un qui soit le chairman, comme on dit, ou le meneur de la réunion quand le Conseil fédéral alors il faut quelqu'un qui ait préparé l'ordre du jour, etc., et qui organise la discussion entre les 7 conseillers fédéraux. Il faut aussi quelqu'un qui, comme il y a encore des présidents dans le monde, il faut quelqu'un qui, à la descente de l'avion, vienne serrer la main du président des États-Unis. Hein? Il faut quelqu'un qui fasse le discours du 1er août, fête nationale suisse. Hein? Mais c'est tout. Hein? Le président n'a aucun rôle. Hein? Ça ne fonctionne pas plus mal. Hein? Il y a d'ailleurs on peut se poser la question aussi pour les gouvernements, parce que maintenant on a des exemples de pays qui ont fonctionné sans gouvernement pendant des mois et des mois. Et la situation n'était pas pire. Hein. Donc voilà, ça peut nous faire réfléchir. Hein. Oui, la Belgique notamment, hein. Mais l'Espagne aussi. Hein. Donc vous voyez que nous commençons à entrevoir une possibilité de transformation de notre société. Et vous voyez qu'il faut se mettre au clair sur un certain nombre de notions pour avoir le courage de penser le rôle exécutif de l'État. Il y aurait bien sûr aussi à parler du judiciaire, hein, mais on ne peut pas tout faire en une soirée. Vous voyez à quel point ce que nous aurions à faire est un retournement complet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la démocratie participative. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais on en parle de plus en plus, c'est dans les programmes de certains candidats. Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie participative? Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous allons créer des conseils de quartier, des conseils de citoyens, etc., consulter pour faire remonter l'information, c'est-à-dire de bas en haut. Et quand l'information sera remontée jusqu'en haut, alors nous déciderons et nous exécuterons de haut en bas. Vous voyez quelle illusion il peut y avoir dans la démocratie participative. Et on sait très bien que l'on peut consulter des gens et faire exactement le contraire. Là aussi, ça arrive quelquefois. Hein? Oh non, pas souvent, mais de temps en temps. Hein? Là aussi, nous avons une mystification avec la démocratie participative. Parce que nous ne changeons pas le cadre. Nous restons dans le même système. Nous lui permettons de perdurer. Nous continuons de nous enfermer dans la même prison. Simplement, nous aurons une impression de participer à l'organisation de la prison. Mais vous n'avez rien transformé du pouvoir pyramidal. Élargissez la base d'une pyramide. C'est toujours une pyramide. Vous n'avez pas transformé, fait ce geste-là qui fait que, au lieu que le pouvoir soit constitué comme il l'est actuellement, on retourne complètement la chose et on fait descendre l'État dans les citoyens, dans la citoyenneté. On ne va pas consulter les citoyens. On leur donne le rôle exécutif qu'ils doivent avoir.
C'est complètement différent. C'est un autre geste. Ce serait intéressant de regarder quel est le geste de ce qu'on appelle notre démocratie, notre état actuel. Là encore, je vous invite à lire la Constitution. Regardez comment elle est construite. Regardez les premiers articles qui donnent les principes généraux, comme liberté, égalité, fraternité, le drapeau tricolore, etc. Et puis, ensuite, vous avez le président. Une quantité d'articles sur le président. Et ensuite, vous avez le gouvernement, avec son rôle exécutif. C'est-à-dire, ce qui a été concentré dans les mains du président va maintenant passer au gouvernement. Et certains présidents, il n'y a pas si longtemps, ne se sont pas privés d'être extrêmement directifs vis-à-vis de leur gouvernement. Ensuite, il est dit dans la Constitution que le gouvernement met en pratique son rôle exécutif par le biais de l'administration. Et on vous dit comment l'administration est nommée. Vous comprenez le geste? Vous avez le bulletin de vote, tout ça va vers le président, et puis ensuite c'est mis dans l'administration, dans tout l'appareil de l'État. Et comment est cet appareil? On peut prendre une image qui illustre bien. Pendant un temps, cet appareil était nécessaire. De la même façon que pour construire une maison, on a besoin d'échafaudage. On a besoin d'une superstructure autour de la maison. Mais personne ne dira que lorsque les habitants viennent emménager dans la maison, il faut conserver la superstructure pour que l'on décide comment les gens vont vivre dans la maison, pour qu'on tienne éventuellement la maison, parce que sinon peut-être qu'il pourrait y avoir du chaos, des choses qui s'effondrent, etc. Donc on garderait les échafaudages. Mais on est exactement dans le même rapport entre la société, la maison du peuple, si vous voulez, la maison de notre citoyenneté. On est exactement dans le même rapport avec notre appareil administratif que l'est la maison avec les échafaudages. À un moment donné, il faut enlever les échafaudages. Il faut donc faire la même chose avec cette superstructure étatique qui est organisée point par point dans la Constitution. Et nous ne le savons même pas. On le pressent, mais on ne se rend pas compte jusqu'où. Comment s'organise la vie dans une maison? Elle n'est pas organisée une fois pour toutes, avec des règles extrêmement strictes. On va convenir de certaines choses en fonction de ce que va amener la vie peu à peu. Vous avez par exemple un couple emménage, des enfants naissent, ça transforme les choses. Donc il va falloir adapter. Si c'était défini de l'extérieur, si depuis les échafaudages, il y en avait qui regardaient par les fenêtres et qui disaient « Ah non, là maintenant il faut que vous fassiez comme ça là, avec votre enfant », vous imaginez ? Donc forcément, dans la maison, ça sera en mouvement. C'est la vie qui va peu à peu s'organiser, se structurer, se transformer, etc. Donc tout ceci doit être évolutif. Et ça n'est évolutif que
si nous avons la possibilité de pouvoir amener ce que nous avons en nous-mêmes dans le débat, dans la discussion, dans l'échange, dans l'organisation, etc. Donc nous, en tant que citoyens, nous sommes l'exécutif. Vous voyez que ça fait descendre l'État de plus en plus au niveau de la citoyenneté. Et c'est ce retournement-là qu'il faut enlever l'échafaudage et laisser les gens se tourner eux-mêmes vers leur propre domaine. La santé, l'éducation, que ce soit tous les personnels de santé, médecins, infirmières, aides-soignants, etc., que ce soit eux avec les associations d'usagers, qu'ils définissent en commun comment ils vont fonctionner. Et pas qu'il y ait un plan à Paris qui décide on va fermer telle maternité, on va fermer tel hôpital, on va regrouper ici, etc., d'une façon qui ne fonctionne pas. Parce que le service public ne s'est pas amélioré. Au contraire, le service public, c'est le vécu qu'ont les gens dans pratiquement tous les domaines, c'est que le service public est en train de régresser. Or, ceux qui sont au gouvernement, ils sont censés s'occuper de la République, la res publica, la chose publique en latin, ça veut dire. Hein ? Et on s'aperçoit que les services publics régressent. Alors il y a de nombreuses raisons aussi, et il y a des raisons économiques aussi liées à ça. Ça, ce serait un chapitre très intéressant, hein, de voir où est le problème. Mais nous voyons surgir avec ce qui a été esquissé là, une nouvelle notion, c'est la notion de la chose publique remise entre les mains des citoyens. La res publica des citoyens. Ce que j'appelle les services publics de la société civile. Et c'est une notion qui conduirait à une transformation profonde si nous commencions à regarder ce que veut dire le service public. Parce qu'en général, on dit le service public, c'est l'État. Oui, mais comme on ne sait pas ce qu'est l'État, hein ? Le service public, il est là où le public se rend service mutuellement. Quand les éducateurs éduquent, quand les parents questionnent les éducateurs, quand les gens vont se faire soigner, etc., etc. Là est le service public. Alexandre Jardin, que vous connaissez sans doute, a une expression pour désigner ça. Il appelle cela les faiseux. Hein ? Il dit il y a les 10 œufs, c'est ceux qui font la politique, et il y a les faiseux, c'est ceux qui sont sur le terrain. Mais il parle de cela à partir de son expérience, parce que vous savez qu'il a créé tout un mouvement pour lutter contre les problèmes de lecture, l'analphabétisation, etc. Hein ? Donc il a vu que, en prenant son bâton de pèlerin et en
en rassemblant les bonnes volontés, il a créé un mouvement très important en France qui... ils ont tout simplement fait. Et ça fonctionne. Et nous avons un film comme le film Demain, qui au fond nous dit cela aussi, nous dit partout la société civile fait, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui est dit dans le film Demain, mais pourquoi ce film a-t-il eu tellement de succès ? Parce qu'un documentaire soit vu par plus d'1 million de personnes, c'est tout à fait inattendu. Les gens tout à coup se sont rendus compte que la société civile avait la capacité de faire elle-même. Et ça, c'est une prise de conscience et une prise de confiance. Donc que les feux fassent. Et alors, ils amélioreront la citoyenneté. Mais tout à coup, on dit « Ah, oui, mais vous vous rendez compte, s'il y a la liberté dans l'éducation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Et dans les services de santé, et ça. » Tout de suite, on peint le diable sur la muraille. Mais il faut trouver des règles. Il faut trouver des règles pour faire fonctionner un service public de la société civile. Et pendant des années, j'ai réfléchi à cette question. Et finalement, j'ai pu mettre ça en forme d'une façon un peu plus précise dans Démocratie évolutive et pour l'éducation et dans Dépolluer l'économie pour les institutions monétaires, banques, instituts de financement, etc. Il est tout à fait possible de concevoir des règles. C'est simplement que face à la question et toutes les objections qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on se dise, comment va-t-on faire ? Alors, il y a un certain nombre de règles. Il faut que, par exemple, si par exemple on prend une école, il faut qu'elle ait un cahier des charges auquel elle doit se soumettre, avec des choses très très précises. Et forcément, il faut qu'il y ait un organisme qui s'occupe de regarder si l'école fait bien ce qu'elle a dit. Donc il faut un système qu'on appelle un système de qualité, pas dans les formes extrêmes que prennent certains systèmes de qualité, pas nécessairement, mais voilà, il faut qu'il y ait un système de qualité qui permette de mesurer si l'école fait bien ce qu'elle a annoncé. Et puis il faut qu'il y ait une collaboration entre les différents organismes, les différentes écoles, pour voir si le service public couvre bien tous les besoins. Etc., etc. Je ne vais pas vous détailler cela maintenant, vous pourrez le trouver aussi sur le site démocratieévolutive.fr. Là, il y a pas mal de choses sur l'éducation, et une partie même qui n'est pas dans le livre. Notamment des propositions d'articles constitutionnels pour l'éducation. Je le dis juste en passant, vous savez qu'il n'y a pas un mot sur l'éducation dans la Constitution française. Intéressant. Ça touche quand même 12 millions d'enfants, plus les parents, etc. Pas un mot. Donc, il est tout à fait possible de concevoir pour chaque domaine un type de service public adapté au domaine lui-même.
Et là, il y aura beaucoup plus d'évaluation que ce qui se passe actuellement, parce que vous savez que le système éducatif n'est jamais évalué, sauf par PISA et un autre système d'évaluation qui mesure le classement des élèves, etc., mais qui ne mesure qu'un aspect, de ce qui a été mis en place par l'éducation. Ce n'est pas très flatteur pour la France, les résultats, vous le savez, hein, ils ne sont pas du tout bons. La France a la moyenne mais perd du terrain à cause des différences de niveau entre bons et mauvais élèves, une inégalité des chances qui serait parmi les plus fortes au monde. Ce rapport PISA, il doit servir d'électrochoc à ceux qui pensent que tout va bien et qu'il n'y a rien à changer. Eh bien, le gouvernement a envie de réformer pour que la jeunesse soit formée, mais que toute la jeunesse soit formée et qu'il n'y ait pas une partie des jeunes Français qui restent sur le côté. À part ça, le système de l'éducation nationale n'a pas réellement d'évaluation sur lui-même en tant que système. Le système lui-même n'est pas évalué. Ce qu'on évalue, c'est ce que savent faire les enfants à tel âge ou tel âge. Mais le fonctionnement du système lui-même, c'est totalement tabou en France. Pourtant, tout le monde sait que ça ne va pas bien. Hein ? Donc on fera beaucoup mieux lorsque on s'occupera pas de décentraliser l'éducation en mettant des préfets ou je ne sais quoi qui... Hein, c'est-à-dire vous connaissez le système de la décentralisation, hein, vous recréez des États qui sont interconnectés avec en haut, mais c'est tout, c'est toujours le même schéma. Hein. Donc il ne s'agit pas de décentraliser, il s'agit de ce geste-là. C'est-à-dire lâcher ce pouvoir exécutif et le remettre dans les mains des citoyens. Faire confiance aux citoyens. À ce moment-là, on aura une démocratie. Si on est toujours à se méfier des citoyens, nous avons la situation sociale que nous connaissons aujourd'hui. Alors se pose maintenant la question, c'est comment va-t-on faire ? Comment serons-nous dans cet état-là ? Dans cette démocratie de la société civile. Je ne crois pas au grand soir. Je pense que vous ne l'attendez plus. Et s'il arrivait, est-ce que ce serait un bien si nous ne sommes pas préparés ? Donc ce que nous devons faire, c'est acquérir de nouvelles capacités citoyennes. Et de même que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, eh bien, il nous faut citoyenner. Et nous deviendrons des citoyens. Alors une chose comme ça ne peut pas se décréter. Un président qui viendrait et qui dirait maintenant service public de la société civile, je pense que ça serait très problématique. Il existe donc une voie, c'est ce que j'appelle la voie évolutive. Cette voie évolutive, elle consiste à donner la possibilité à ceux qui veulent expérimenter la chose de l'expérimenter. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre possibilité que celle-là. C'est-à-dire de donner aux citoyens qui le souhaitent, qui l'ont choisi, de se mettre dans la situation d'une prise de responsabilité du service public pour lequel ils sont concernés. En faisant cela, ils pourront tester
leur mode de fonctionnement. Ils pourront l'évaluer et ils pourront l'améliorer. Et comme, si par exemple il s'agit d'une école, ça sera un organisme à taille humaine, il sera possible de l'améliorer. Sans dire « Ah, il faut qu'on soit d'accord au niveau national et que l'on passe par en haut ». La transformation peut se faire et l'amélioration peut se faire au jour le jour, sur le terrain. C'est en cela qu'en consiste l'évolutivité. C'est que se créent des petites formes sociales qui ont la possibilité de se transformer. Et que les expériences dont on se rendrait compte qu'elles ne conduisent à rien, qu'elles sont une impasse, eh bien, elles s'arrêteraient. Et peu à peu émergeraient les expériences qui serviraient d'exemple pour d'autres qui voudraient faire de même. Alors vous pourriez dire, oui, mais ça c'est utopique. Vous savez que l'origine du mot utopique, c'est nulle part, ça veut dire c'est nulle part. Eh bien, ce n'est pas vrai, ça existe. Il y a beaucoup de domaines où ça existe. Pour continuer sur celui de l'éducation, vous avez quantité d'écoles, de mouvements pédagogiques différents qui font déjà cela. Au fond, je ne parle pas des écoles pour gens qui ont beaucoup d'argent où les frais de scolarité sont très très élevés. Hein? Je parle d'écoles où il n'y a pas beaucoup d'argent, les parents doivent se saigner pour envoyer leurs enfants dans ces écoles, les professeurs sont peu payés, etc. Hein? Il y en a beaucoup d'écoles comme ça. Et elles fonctionnent. Elles fonctionnent. Les citoyens savent faire. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ces écoles-là. Mais si ce n'est pas parfait, les parents vont par exemple rouspéter ou les élèves vont dire « moi je ne veux plus rester dans cette école », etc. Mais ça existe, on a une expérience de ça déjà. Donc il faudrait pouvoir donner maintenant un statut non pas d'école expérimentale, parce que ça, on a aussi fait ça à un moment donné. Mais c'était une façon de récupérer après l'école, la réintégrer dans le système existant. Non, il s'agit de donner la possibilité d'expérimentation. Et pour cela, il faut bien sûr reconnaître la nature d'un service public de la société civile et définir les règles. Deuxièmement, il faudrait un droit à l'expérimentation. Dans quel cadre, à quel moment on peut dire, voilà, maintenant, telle expérimentation commence dans tel domaine, pour tant de temps. Il lui faut tant de moyens pour pouvoir le faire. Parce que si vous accordez un droit et qu'il n'y a pas les moyens en face pour pouvoir le réaliser, c'est comme si vous n'aviez pas accordé le droit. Donc, il faut prévoir dans le droit à l'expérimentation, il faut prévoir aussi les moyens, et je propose qu'il y ait un fonds qui soit créé pour permettre l'expérimentation et qui puisse récolter des fonds. Et afin de ne pas décourager l'État en période de disette, je proposerais qu'on procède à ce qu'on appelle en anglais le matching funds, c'est-à-dire des fonds correspondants. C'est-à-dire, si vous avez un citoyen qui donne
100 € pour cette expérience-là, l'État donne 100 €. C'est-à-dire l'argent public. Il y a 100 € d'argent public. De cette façon-là, les gens doivent s'engager aussi pour cette expérience. Il nous faut donc un certain nombre d'outils. Le service public, le droit à l'expérimentation, un fonds pour financer l'expérimentation et un organisme qui est au service de ceux qui ont des projets pour les aider à avancer dans leur projet, à le présenter et faire en sorte qu'il soit financé. Donc avec ces 4 éléments, on aurait les bases. Peut-être faudrait-il en rajouter un 5e auquel je n'ai pas pensé. Je ne prétends pas avoir tout bordé. Mais avec au moins ces 4 organisations-là, on pourrait très bien mettre en route une forme d'expérimentation sociétale. Et il serait bon que les organismes qui sont impliqués là-dedans soient aussi déjà dans cette forme de service public de la société civile. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une agence de l'État central, comprenez ? Parce que ce serait la meilleure façon de faire avorter l'expérimentation. Il faut que déjà cet organisme-là soit en lui-même une expérimentation, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe d'aider à la naissance de ces projets et l'organisme qui s'occupe des fonds, de récolter les fonds pour ça. Il ne faut pas, à mon avis, pas que ce soit le même organisme. Et l'organisme qui sera chargé d'évaluer la réalisation de l'expérience, faire son suivi, corriger les choses, améliorer, etc. Tous ces organismes-là devraient déjà être des organes de la société civile, mis en place par les citoyens eux-mêmes. Ils ne devraient pas résulter d'un processus politique au sens courant du terme. C'est-à-dire qu'il ne doit surtout pas être entre les mains des appareils politiques et des partis politiques. Vous voyez ainsi se dessiner peu à peu la notion d'évolutivité. Et cette évolutivité, elle permettra que les citoyens apprennent à citoyenner, c'est-à-dire on se plaint que les citoyens ne s'intéressent plus à la politique, ne soient plus engagés dans la politique, etc. Mais la meilleure façon de les y engager, c'est de faire qu'ils puissent eux-mêmes faire sur le terrain. Et on s'apercevra que peu à peu, la structure étatique se dissoudra elle-même dans la société. Et c'est dans cet état-là que nous pouvons vivre si nous en voyons le bien fondé ou si nous en voyons aussi l'urgence. Donc voilà comment j'ai voulu vous proposer de répondre à la question dans quel état vivrons-nous ? Et vous pouvez vous rendre compte que ce que j'ai proposé, ce n'est pas une chose qui est un produit fini, et puis on le met en place, on appuie sur un bouton et ça fonctionnera. Ça, je n'y crois absolument pas. Il nous faut expérimenter socialement, il nous faut apprendre à vivre avec des formes mobiles qui peuvent être adaptées à un moment donné et ne plus être adaptées quelques années plus tard. Rien ne doit être permanent
dans la société. Tout devrait être non pas en révolution permanente, mais en évolution permanente, en évolutivité. C'est la seule façon dont nous pourrons répondre aux aspirations de la jeunesse, des jeunes. Parce que les jeunes viennent sans arrêt avec de nouvelles aspirations. Il n'y a aucune génération qui ressemble à la précédente. Et ce qu'amènent les jeunes comme aspiration, c'est le futur. C'est ce qui sera le futur de la société. Notre devoir, non pas notre droit, mais notre devoir, c'est de leur remettre un organisme social qui soit le plus souple possible, le plus évolutif possible. C'est un véritable devoir pour la société aujourd'hui, et je crois que nous sommes arrivés au moment où nous ne pouvons plus y échapper. Sinon, nous pouvons nous poser la question, dans quel état finirons-nous ? Et là, il pourrait y avoir du souci à se faire. Donc à nous de travailler dans cette direction, c'est-à-dire de ne plus adhérer au discours, au programme tout fait, etc., mais de nous mettre en chemin en éveillant une qualité indispensable pour la vie sociale. C'est ce que j'appelle l'imagination sociale. Nous devons travailler à imaginer les formes, et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons travaillé sur l'imagination sociale, c'est-à-dire imaginer les formes existantes, quel est leur contenu réel, comme nous l'avons fait au début de la soirée, et imaginer comment elles pourraient se transformer. C'est un travail de l'imagination, c'est une pensée imaginative qu'il nous faut développer pour la vie sociale. Et c'est cette faculté-là dont nous avons le plus besoin. Pas d'un programme, pas de... Vous vous souvenez qu'en 68, le slogan, c'était « l'imagination au pouvoir ». Inversons le slogan et donnons du pouvoir à l'imagination, et à ce moment-là, nous pourrons trouver les forces pour créer l'évolutivité dans nos démocraties. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et je vous remercie pour votre écoute.